Bonsoir à tous. Je remercie les amis de Jacques Reda présents aujourd'hui, ce soir, et tout particulièrement ses amis les plus proches, écrivains et éditeurs, qui participent à cette évocation. Et je remercie particulièrement Michel Carle, qui nous a donné la possibilité de voir 2 séquences du film de Jean-Louis Comolli et Philippe Carre, réalisé en 2017, Faire route avec Jacques Reda. Vous entendrez dans l'ordre Gilles Ortlieb, Dominique Panier, Thierry Bouchard, Louis Chevalier et Alexandre Prieux. Thierry Bouchard aura double tâche puisqu'il lira aussi la contribution de Thierry Laget, qui ne peut être parmi nous aujourd'hui. Nous allons donc rendre hommage à Jacques Reda, Jacques qui n'aurait peut-être pas apprécié le terme d'hommage, un peu solennel, lui qui a refusé tous les honneurs officiels et qui rangeait ses documents importants dans son tiroir à chaussettes. Il s'agit en fait de dire que l'on n'oublie ni l'homme tellement marqué par son enfance partagée entre une sous-préfecture, Lunéville, sa ville natale, petite ville de garnison où il a vu jadis défiler dragons et hussards, au point qu'il a collectionné toute sa vie les soldats de plomb et confectionné des cartes de son pays imaginaire, la Rhédasie, et un village bourguignon, Saint-Léger-sur-Deûne, dont il aimait les collines et où, gamin, il a foulé les raisins à même la cuve. Il s'agit de dire que l'on n'oublie ni l'homme, si généreux, si profond, ni l'œuvre faite de recueils de poèmes, de récits en prose, d'essais et de livres sur le jazz. Merci aussi à Clémentine Audier qui nous ouvre son atelier pour boire un verre après la séance, rue Quincampoix, de l'autre côté de la rue. Et je vais laisser la parole à Gilles Ortlieb. Bon, ça a l'air de marcher. Bon, ça ne va pas être facile, évidemment. Et on peut se demander, en effet, ce qu'il penserait Jacques de ce qui se passe ici ce soir. Mais on ne sait pas. Il y a la surprise, on ne sait pas. Jacques Reda, il doit être de la famille décidément peu nombreuse des auteurs qui suscitent une adhésion d'abord un peu incrédule, mais définitive. Cette expérience de lecture qui tient de la commotion ou du saisissement et de celle qu'on a pu éprouver en découvrant dans un tout autre registre les récits de Varlam Chalamov, les mésaventures de Plume, ou certains romans d'Emmanuel Bove, par exemple. Dans le cas de Jacques, la rencontre, la révélation s'était produite avec l'un de ses tout premiers livres, récitatifs ou La Tourne, je ne sais plus, acheté d'occasion dans une boîte de bouquiniste alors que je faisais de vagues études de philosophie du côté de la rue de Tolbiac. Car il y a des auteurs dont les livres vous voient et ceux qui tutoient. Jacques Reda, d'emblée, tutoie. Quelques années plus tard, et comme ce fut le cas sans doute pour beaucoup, Les petites proses des ruines de Paris, son best-seller, comme il le disait, avec l'ironie qu'on imagine, ont agi comme un révélateur sur certaines façons d'imprimer à la phrase un balancement qui est celui du réel lui-même, et qu'elle communique par là à un lecteur un peu ébahi. Ce qu'un Parisien lambda avait chaque jour sous les yeux se trouvait tout d'un coup, à travers ces textes en prose, défrichés, déchiffrés, éclairés d'une lumière oblique, soulignant jusqu'au moindre détail, et, pour finir, rédimés dans un chapelet ou une cohorte d'épiphanie, que Jacques continuera d'égrener par la suite de façon presque méthodique, dans Hors les murs, Château des courants d'air, La liberté des rues ou Le citadin, entre autres. Plus tard encore, après la parution de L'herbe des talus, en 1984, les circonstances de la vie, comme on dit, m'ont envoyé au Luxembourg. Je veux parler du Grand-Duché, pas du Jardin. Et je dois dire que l'un des textes qui composent ce recueil a alors beaucoup compté, en apportant la preuve que d'un environnement hostile, ou perçu comme hostile, on pouvait malgré tout extraire ou tirer quelque chose propre à commuer le regard porté sur lui. Et en apportant la confirmation que cet interstice, ce pas de côté,
ce léger tremblement qui s'attache aux choses qu'on observe et à leur décalque, et qui nourrit précisément ce sentiment d'exil qu'un autre poète, Fabio Pusterla, résumait ainsi: l'exil, de toute façon, c'est ne pas être entier, jamais, ne pas exister tout à fait dans l'instant, être toujours distant du vrai. Que ça pouvait donc s'inverser et cette distance même pouvait s'abolir, pour peu que l'on s'invente, comme le faisait Jacques dans chacune de ses odyssées miniatures, une patrie momentanée, grâce à un système d'échange attentif et constant avec le monde alentour, comme autant de post-it déposés sur des environnements fluctuants, mouvants, souvent émouvants. Le texte que je vais lire, Jeanne de Luxembourg, ou du moins ses premières pages, est à cet égard emblématique, dans un ensemble qui ne l'est pas moins. Je cite quelques titres au passage du même recueil: L'air de Londres, Les ananas de Prague, La prière sous l'Acropole, Le chat de Budapest, Bed and Breakfast, Rome secrète, La Bovary sans filtre, Steaming with Duke. Chacun de ces textes donnant au lecteur une manière de leçon qui ne se présente jamais comme telle, sur la meilleure façon de se fondre dans, de faire sien un environnement qui ne peut offrir que ce que l'auteur lui prête, mais qui s'avère inépuisable. Luxembourg, donc, que de longues heures de train séparaient alors de Paris, c'était bien avant le TGV et même avant les trains corail, et qui a longtemps offert à Jacques, m'avait-il un jour confié, des échappées forévières dont, pour la liberté qui allait avec, il ne s'était jamais lassé. Alors, Jeanne de Luxembourg. À la place de l'hôtel où je suis devenu lentement un autre, il n'y a plus à présent qu'un trou. Il en sort des piliers de béton qui tiendront la future carcasse, les planchers et les murs de chambres que je ne connaîtrai jamais. Les tables y seront sans doute aussi exiguës, et Dieu sait le sort de celle qui fut le support de mes changements. Sur le revers du plateau, j'avais pieusement inscrit une date, et puis mes initiales pour faire une manière d'ex-voto. Il a dû partir en fumée, avec tout ce mobilier de l'hôtel Continental, vétuste, hétéroclite, sauf le bar assez confortable où j'aimais lire le soir. Je croyais accéder au luxe, faute d'éléments de comparaison. Une fois ou deux par mois, on m'offrait le train en première classe et je venais là, à Luxembourg, assister à des réunions quelquefois orageuses mais fumeuses dont j'étais le rapporteur. Comme personne n'écoutait vraiment et que les conclusions restaient vagues, tout se décidait à la fin d'un banquet, entre patrons, derrière l'écran bleu des Havanes. On se souciait peu de mes comptes rendus. On en louait parfois le style, qui n'épargnait pas les effets de litote et de subjonctif. C'était encore une bonne époque, où les derniers magnats un peu lettrés des grandes affaires pouvaient entretenir à bon compte des clercs un peu toqués. Cependant, je me rendais utile, peut-être, parce que j'ignorais l'ambition, et que mes avis possédaient sur ceux des carriéristes l'avantage du désintéressement. On me confiait en outre des tâches subalternes plus complexes que je m'ingéniais d'ailleurs à compliquer et qui m'ont valu à l'hôtel Continental d'heureuses villégiatures. Et voilà qu'on l'a démoli. La ville aussi se métamorphose. J'ai vu naître au fil des années l'aéroport, le pont Grande-Duchesse-Charlotte et le quartier des institutions européennes où sa vertigineuse arche rouge conduit. Mais aux alentours de 1960, il me semblait vivre dans un monde à jamais immobile, sur la lisière de ces forêts, comme si les à-coups d'une longue histoire avaient fini par expulser la petite capitale millénaire hors du temps et de l'espace, dans la profondeur de ces décors de théâtre qui m'auront toujours captivé, parus de quelque façon plus vrais que la réalité même. Et alors, en effet, j'y circulais, menant cette existence d'hôtel, à demi fictive aussi, comme dans une pièce exactement réglée, mais sans intrigue, sans véritables acteurs, où seuls les personnages peints dans le décor s'animaient pour tenir avec discrétion leur rôle et me rendre à la fois plus sensible et supportable à ma condition de prince en exil. Mais c'est l'exil qui me faisait prince, souverain provisoire et comique, à 5 heures de train de Paris, d'une contrée en partie imaginaire, où, pourtant, malgré quelques dépaysements plus notables, j'aurais eu, plus que partout ailleurs, le sentiment d'être à l'étranger, c'est-à-dire accueilli dans la familiarité légèrement distante de l'étrange. C'était ce qu'il me fallait,
car d'un prince exilé ou déchu, j'avais aussi l'âme saumâtre, et loin de m'en délivrer, cette solitude m'enferma d'abord avec elle, en tête-à-tête, d'une manière ou d'une autre, pour en finir. Il m'en est resté quelques strophes. À Luxembourg, ville très stable, le pont Adolphe, chaque nuit, enjambe mon lit et ma table, et dans les rêves me poursuit. N'ayant ni sœur, ni camarade, j'ai peur quand bougent les rideaux, que ce fabuleux plantigrade cherche à m'emporter sur son dos. Malcolm, vieil ivrogne, je pense au grand ravin de Kwaounahouak. Comme toi, je m'emplis la panse en attendant le dernier couac. En avant donc pour cette ronde, nul ne sait ce qui me manqua pour vouloir abolir le monde au fin fond de la barranca. Du crâne éclaté dans la fange, si mon âme veut bien sortir, que la guide vers l'ombre, l'ange taciturne qui fait dormir. À cette époque, je lisais le célèbre volcan de Lowry et je croyais voir quelques rapports entre la topographie luxembourgeoise, marquée par la rencontre des deux profondes vallées, celle de la Pétrus et de l'Alzette, sur laquelle la ville s'établit. Mais le pont Adolphe lui-même était un morceau du décor qui, peu à peu, l'emportait en fascination sur le mélodrame intime que je m'y jouais, rendant mes histoires irréelles dans ce théâtre qu'était la réalité. Ça continue sur 4-5 pages, mais si j'avais poursuivi ma lecture, mais le temps est un peu compté ce soir, on aurait croisé la silhouette de Robert Frost ou les fantômes de Rilke, Pavese, Borges ou Cavafy. Tout un massif de lectures portatives, ambulantes, avec ces ombres chinoises se découpant sur la ligne de crête. Je veux parler de la famille des Sangria, des Paul-Jean Toulet, Ponge, Follin, les uns et tous les autres, histoire de cerner au plus près, chez chacun, les inflexions du langage que son rythme amplifie et propage. Sans parler de cette autre famille, évidemment, le grand orchestre des Duke Ellington, Jimmy Lunsford, Fletcher Anderson, qu'on a rarement commenté avec une telle proximité. Question de tutoiement, là encore. Entre le beat cadencé et le swing désinvolte, entre la battue et le battement, les couleurs sonores, le rythme à deux temps et la précision prosodique, c'est tout un savoir accompli et dansant qui lui permettait, selon les circonstances, de s'aménager un poste d'observation et de trouver les points d'appui nécessaires dans ce théâtre qu'est la réalité, que ce soit à l'orchestre au premier rang, au paradis, dans les hauteurs ou dans des coulisses insoupçonnables. Jacques Reda est revenu pour une histoire de prix au Luxembourg en 2012. Près d'un demi-siècle donc, après les séjours qu'il évoque dans l'herbe des talus. De l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion au CNL luxembourgeois, j'ai retenu ce passage qui résume assez bien, en somme, le drôle de métier d'écrire. J'ai le sentiment que tout livre est une sorte de tombeau. Aussi longtemps qu'il le creuse et tout occupé à lui ménager des propositions adaptées au volume qui lui enfouira, l'écrivain n'y songe guère. Mais un moment vient où, estimant sa tâche accomplie, il éprouve un grand soulagement à balancer les dernières pelletées, à tasser le monticule et y planter sa plume, comme s'appelle un fossoyeur expert et consciencieux. Il va enfin pouvoir se consacrer à autre chose, c'est-à-dire creuser un nouveau trou. En quoi on peut voir un post-scriptum au poème qui clôt l'herbe des talus et qu'on peut entendre en écho ou lire en filigrane à la toute dernière page de plus d'un livre de Jacques Reda, à moins qu'il ne s'agisse tout simplement d'un coda à l'ensemble de son œuvre. Je lis ce dernier poème. Le volume s'ouvre un tombeau de mon père et se termine sur un tombeau de mon livre. Livre après livre, on a refermé le même tombeau. Chaque œuvre a l'air ainsi d'une plus ou moins longue allée où la dalle discrète alterne avec le mausolée. Et l'on dit, c'était moi, peut-être, ou bien ce fut mon beau double infidèle et désormais absorbé dans le site, afin que de nouveau j'avance, et comme on ressuscite, Lazare mal défait des bandelettes et dont l'œil encore épouvanté d'ombre cligne sous le soleil, je tâtonne parmi l'espace vrai vers la future ardeur d'être pour me donner une autre sépulture, jusqu'à ce qu'enfin,
mon dernier fantôme enseveli, sous sa dernière page à la fois navrante et superbe, il ne reste rien dans l'allée où j'ai passé que l'herbe et sa phrase ininterrompue au vent qui la relie. Merci beaucoup. Bonsoir. Jacques Réda, j'ai une double dette, enfin peut-être une dette encore plus importante qu'une double dette vis-à-vis de lui, mais j'insisterai donc sur deux points. Le premier, c'est que il m'a fait un petit peu comme ce dont Gilles vient de parler, à partir de paysages assez rudes, assez mornes. Donc quelqu'un qui sait d'un coup tirer quelque chose que l'on n'avait pas vu soi-même et qui transfigure par la vertu du poème, mais aussi par la vertu de la prose, donc ce pays, ce paysage. Et donc pour moi qui suis très attaché donc à l'Est, ça a été très très important de pouvoir découvrir que celui qui était lorrain avait trouvé les mots justes pour un pays assez rude en fait. Et peu à peu, au fur et à mesure de ses proses, au fur et à mesure de ses poèmes, j'ai vu tout un décor se déployer à partir de quelque chose qui était infime vraiment, et qui pouvait être quelquefois assez rude aussi. Alors il y a les banlieues, bien entendu. Alors je ne parle pas de la banlieue de Paris, parce que je la connais très peu, et puis, mais Jacques a su, même s'il a parlé magnifiquement, enfin s'il a trouvé à dire, à chanter le charme des banlieues, de certaines banlieues, hein, je dis bien parce que lui aussi, et on va le voir d'ailleurs dans le texte que je vais lire, se plaint que les banlieues qui ont peut-être défiguré les campagnes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ces banlieues elles-mêmes sont défigurées par tous les plans qui se sont succédés les uns les autres en ce qui concerne la grande urbanisation. Et donc lui s'intéressait aux banlieues des petites villes aussi, des petites villes de l'Est, à ces campagnes qui avaient été des lieux de grande industrie, mais qui se sont trouvés peu à peu, alors on pense à la Lorraine bien entendu, mais qui se sont trouvés peu à peu complètement délaissés et transformés aussi. Alors, en ce qui me concerne, moi, qui suis donc pratiquement natif de Troyes, qui ai passé toute ma vie, j'ai découvert dans les proses de Jacques et puis dans ses poèmes une manière de parler, une manière d'un coup de donner une aura à des choses qui, à mes yeux, a priori, n'en possédaient pas. Et j'ai fait cette découverte-là dans le texte que je vais vous lire, qui donc est tiré de Voyage aux sources de la Seine. Alors, je pense que les lecteurs de Jacques savent dans quelles conditions donc, ce voyage est fait. Et j'ai vu d'ailleurs, j'ai pu constater qu'il en avait inspiré d'autres, parce qu'il y a quelques auteurs ces dernières années qui ont remonté le cours de la Seine aussi, jusqu'à sa source, et puis j'en ai vu un autre aussi, le cours de la Marne aussi. Donc j'ai l'impression que la manière dont il voyage, sans emprunter les grandes routes, a inspiré d'autres. Bien, mais je crois qu'il n'y a que lui véritablement qui le fait avec cette sorte de génie, ce talent.
La deuxième dette que j'ai vis-à-vis de lui, eh bien, ça a été quelqu'un qui, dans une certaine mesure, m'a révélé à moi-même. C'est-à-dire qu'il m'a lu, et je ne crois pas que sur la totalité des livres que j'ai publiés, il n'y en ait pas un qu'il n'ait pas lu. Il a toujours été de très bons conseils, même si au début, les remarques qu'on fait quand on est un jeune auteur, on s'imagine avoir produit quelque chose d'irréprochable. Jacques ne me ménageait pas. Et je lui en suis vraiment très, très reconnaissant. En tant qu'éditeur, il m'a soutenu. Et ça, c'est pareil, c'est une dette importante. En tant que poète aussi, il m'a... Alors, il y a un livre dont je ne lirai pas des extraits, mais qui compte beaucoup pour moi. C'est un de ses derniers ouvrages sur le vers, « Quel avenir pour la cavalerie ?» qui, à mon sens, est une réflexion sur le vers que j'ai rarement vu, à part chez Claudel peut-être, quelque chose qui soit véritablement de ce niveau. Quelque chose qui me fait sourire quand j'y pense, quand j'y repense, c'est qu'il m'a fait toujours mettre en prose mes vers. C'est-à-dire que tels que je les écrivais, c'était des vers. Et à chaque fois que je lui envoyais sous forme de vers, il me disait « Non, il faut mettre ça en prose ». Alors bon, c'était très très simple. Hein. Il suffisait de mettre ça bout à bout, et pour lui, ça passait très bien. Voilà. Bien, alors, donc, j'ai fait le choix donc, d'un texte tiré de Voyage aux sources de la Seine, qui parle de ma ville, Troyes. Et alors c'est un texte qui remonte aux années 80. La ville a changé un petit peu depuis ce temps-là, mais enfin, disons qu'il y a des choses qui restent justes. Et puis même indépendamment du fait qu'elle a changé, le texte est à mes yeux plein de charme. Hein. Et alors, il faut dire aussi que cette ville de Troyes, c'est la ville la plus pauvre du Grand Est. 40% de logements sociaux, donc on peut dire qu'elle se trouve dans une espèce de marasme, d'enclave, comme toutes les anciennes grandes villes industrielles de l'Est ont pu l'être, hein, d'ailleurs. Et donc quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, c'est la grâce qui descend du ciel sur cette ville de Troyes, et notamment sur un hôtel dont il est question ici, devant lequel je passais pour me rendre à mon travail pratiquement chaque jour, et qui existe encore. Donc il s'agit ici du chapitre 7 de Voyage aux sources de la Seine. Par Saint-Mémin, Savière, Saint-Lié, Barberet, Saint-Sulpice, la départementale 30, symétrique de la départementale 79, sur la rive gauche, où elle accompagne la redoutable nationale 19, me conduisit dans Troyes comme par une porte dérobée. L'approche des grandes villes, ceinturées de rocades et autres voies express, constitue toujours un casse-tête et un danger. Tout y est exclusivement conçu pour les voitures qui s'y ruent par meutes impitoyables, vous repoussant du côté de la bretelle qu'il n'aurait pas fallu prendre et qui vous lâche en plein milieu de la zone industrielle, ou vous ramène à votre point de départ. En étudiant attentivement sa carte, il est rare cependant qu'on ne découvre pas un accès qui échappe à ces labyrinthes. Souvent, c'est la route primitive déchue et qui se traîne le long de vieux faubourgs à manufactures dont le Budleia a envahi les cours, dont la haute cheminée de briques se tord comme sous l'effet d'un rhumatisme. Des immeubles de rapport couleur de cave alternent avec de grosses maisons de maîtres qui perdent leurs tuiles et leurs vitraux dans des parcs transformés en cimetières de voitures. Au carrefour, des feux oranges clignotent dans le vide avec une obstination d'imbéciles, près de petits cafés accroupis qui sentent la soupe et le chien mouillé.
remous lointain de l'orage, des rafales de vent chaud s'engouffraient dans ces rues désertes, soulevant de tourbillonnantes volées de journaux et de sacs qui firent triomphale mon entrée dans la capitale de la Champagne. J'y dormis à l'hôtel Splendide, non loin de la gare, accueilli par une demoiselle cambodgienne, me sembla-t-il, qui me demanda si je désirais une chambre avec douce, et à qui j'eus l'impression de donner ma réponse affirmative en auvergnat. Mais la nuit fut paisible. De Troyes, je n'ai rien à dire de plus. Les églises déjà fermées sur les frais embrasements mystiques de leurs vitraux, ces rouges ardents d'une foi limpide, ces bleus intenses mais transparents et purificateurs, j'y ai arpenté dans tous les sens et durant près de 2 heures les vieux quartiers dont le médiévalisme authentique a été si bien rétabli qu'on les croirait construits de l'avant-veille pour un film de Trouvère et Cours d'amour. Le dimanche y provoque une syncope des activités ordinaires qui ajoute à cette illusion de décor. Pour manger, dormir, considérer quelques têtes que l'habitude ou le tourisme n'ont pas stupéfiées, il faut, comme dans toutes ces métropoles régionales, se rabattre sur les environs de la gare et leur lyrisme usé mais effectif. Car même quand une ville a fini par l'englober presque complètement, sa gare, par la trouée des rails, reste reliée à l'espace. S'établir à proximité, c'est ne pas interrompre le voyage, reprendre souffle le vent qui invite à repartir. Ce côté post-frontière si émouvant dans les bourgades subsiste à Troyes grâce aux boulevards, squares et ronds-points s'ouvrant dans la rigidité d'un quartier neuf, comme autant de bassins d'un port où l'on ne fait qu'une escale. Et moi, qui ne sais guère en inventer, encore moins en écrire, je devine là toutes sortes d'histoires qui commencent, s'achèvent ou continuent, qui m'apparaissent d'un coup dans leurs ramifications les plus fines, car c'est leurs chiffres que je crois saisir. Parmi ces carrefours d'existence et bifurcations de destin, c'est comme si j'étais le seul à ne pas avoir d'histoire. Provisoirement, en effet, je n'en ai plus. Je ne suis qu'un mobile en repos momentané sur une trajectoire impersonnelle, un morceau détaché du paysage ambulant qui l'a franchi et qui demeure intérieurement animé d'un vertige. Soudain bloqué, le défilement des images engendre un tourbillon, entraînant comme par appel d'air à sa périphérie 1000 autres images errantes qui viennent danser au milieu, comme si rien ne m'échappait de la diversité du monde. Malgré la rencontre qu'on y peut faire d'êtres singuliers, souvent aussi loin de mon amateurisme, en route à leur corps défendant, telle cette jeune fille prostrée, entre ces 2 valises sous le grand panneau n'annonçant plus de départ avant le lendemain matin. Les gares ainsi que leurs alentours baignent dans un remous où il semble que les vies s'échangent, que les cartes se redistribuent. On s'attend à changer de destin ou du moins à n'en plus avoir d'autre que la disparition dans l'espace libre à l'infini. Ainsi, habitant à longueur d'année dans une grande ville, je n'en aime plus que les endroits où elle paraît communiquer encore avec le ciel. Vivre ailleurs, pourtant, me serait difficile. C'est une des causes de ma mollesse quand il faut la quitter. Et puis, j'ai perdu peu à peu l'innocence qui nous fait oublier le retour inéluctable. Partir n'ouvre alors qu'une parenthèse dans une phrase qui contient déjà son dénouement. On ne peut que distendre cette parenthèse au point d'imaginer qu'elle introduit une autre phrase infinie, pareille à ce rêve qui, pendant la nuit de Troyes, est venu me visiter une fois de plus. Du côté de Montmartre, j'arrive tout à coup sur une place d'où se découvre, mais à l'intérieur de la ville, une campagne sans bornes et dorée par le soleil du soir. En roulant, j'ai parfois l'impression de prendre dans la parenthèse d'une tangente sur laquelle elle ne se fermera plus. D'où mon aversion pour les haltes qui dégrisent de cette drogue, le cheminement. D'où encore ma tristesse mêlée d'effroi devant les étendues qu'on bâtit et qui se rétrécissent alors que je me souviens d'avoir célébré les banlieues maintenant désastreusement en extension partout. Bien, je mets un terme à ma lecture. J'ajoute que l'hôtel Splendide dont il est question ici existe encore. Il a changé de nom, il s'appelle Splendide Hôtel. Et il ne paie pas de mine parce qu'en fait,
on en distingue près de la gare, dans des bâtiments qui ont été construits tout de suite après la guerre, entre un magasin de pompes funèbres et puis un autre de brocante, il y a juste l'entrée, en fait. C'est mis donc Splendide, et c'est écrit Splendide Hôtel. Et je réfléchis à user de mes relations auprès du conseil municipal de la ville de Troyes pour faire poser une plaque. Il y en a une pour d'autres, Herriot, Napoléon, bien entendu, qui a passé une nuit, comme partout, et donc faire poser une plaque. Ici, Jacques Réda a passé une nuit. Thierry Laget vit aujourd'hui à Montréal. Il regrette de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir, mais s'est réjoui de participer à cette soirée d'hommage lorsque nous l'avons invité à se joindre à nous. Nous l'en remercions. Il faut dire que Jacques Réda était l'un des lecteurs de Thierry Laget au sein du comité des éditions Gallimard. Depuis la parution, en 1991, d'Iris, son premier roman chez cet éditeur, qui obtint, grâce notamment à Jacques, le prix Félix Fénéon. Depuis, leur amitié ne s'est, comme on dit, jamais démentie. Thierry Laget a été publié une dizaine de fois dans la NRF, dirigé par Jacques, qui rédigeait par ailleurs les 4e de couverture de ses livres, et des rapports, nous dit-on, toujours élogieux, ce qui honorait l'auteur. On le comprend, on le félicite, on lui laisse la parole. Au paradis des oiseaux, peut-être comme saint François, Jacques Réda savait-il le langage des oiseaux. Ne le parlant pas moi-même, je ne puis être catégorique à cet égard. Mais comment expliquer sinon son attachement à la rime, qui était la branche sur laquelle il se posait d'abord pour pouvoir mieux prendre son envol. Les oiseaux se répondent d'un arbre à l'autre, leur pépiment se plie à des règles de prosodie aussi strictes que celles du grand alexandrin classique. Le retour d'une sonorité identique, tel le timbre qui retentit quand le rouleau de la machine à écrire parvient au terme de sa course, est nécessaire à leurs appels et à leurs vocalises. Jacques tenait pour la suprématie absolue du merle, qui compose des strophes aux ornementations variées, mais dont la finale est toujours suraiguë. Quoiqu'il ne fût pas, bien sûr, un poète symboliste, il n'ignorait pas non plus que, pour les chamans de toutes les steppes, l'oiseau, par son vol et son chant, est un proche parent de l'âme. Il pratiquait bien d'autres langages, certains dont il était l'inventeur, le seul et dernier locuteur, et il maîtrisait des savoirs de plus en plus ésotériques à mesure qu'il avançait en âge. En 1954, il avait remporté tous les concours de pastiche organisés par un hebdomadaire, signant tour à tour Saint-Exupéry, Saint-John Perse ou Michaud. Et quand on publiait, Dieu sait pourquoi, l'adresse des gagnants, qui logeaient rue Gay-Lussac à Paris ou place Princetot à Libourne, la sienne était libellée Brocéliande, domaine des fées, Nonzan, Pontéiac, Charente-Maritime. Car bien sûr, il parlait couramment la langue des elfes et des fées. Il dessinait d'ailleurs les timbres-postes d'une république de fantaisie sur laquelle il régnait et dont les habitants étaient arrivés en bateau d'une île de la mer Égée ou en char à banc d'un trablot de Bruegel l'Ancien. Il était familier des uniformes et des drapeaux de toutes les armées qui se sont un jour aventurés sur un champ de bataille, comme s'il avait combattu dans leur rang en chargeant au crayon de couleur. Il contrefaisait à merveille la voix, les tics des poètes et des écrivains. Ses collègues de certains comités éprouvaient-ils en leur chair combien ces fléchettes et ces imitations mettaient toujours dans le mille ? La déambulation dans les rues, sur les quais, déclenchait en lui un curieux phénomène. Il fredonnait des fanfares ou des solos de trombone inspirés par les sérénades du rossignol et les ritournelles du rouge-gorge.
Puis il vous expliquait, en se jouant, les arcanes de la théologie, l'organisation du réseau d'autobus, la théorie des cordes, et il prévoyait encore le destin de la littérature en l'inférant de celui du jazz. Qui d'autre que lui aurait pu ainsi jeter des ponts entre la vie du rail et les cahiers du cinéma, et les cahiers du chemin, entre Jazz Magazine, voilà pourquoi, et la Nouvelle Revue Française. En 1952, sur le rabat de couverture de son premier livre, Les inconvénients du métier, sous la photo d'un jeune conscrit qui paraît blond, il se présente en quelques mots. Signe particulier, pas de conversation. Comme je n'ai jamais eu la prétention d'être le neveu de Rameau, je suis perdu. Comme je n'ai jamais eu la prétention d'être le neveu de Rameau, nos déjeuners n'étaient pas les plus volubiles de Paris. Il parlait de la SNCF, des pantalons qu'il achetait à bas prix au pied de son immeuble, de Mallarmé, de Verlaine, d'André d'Hôtel, dont la femme préparait des omelettes aux champignons, et lorsque les convives s'étaient régalés, annonçait qu'elle avait suivi la recette ancestrale qui impose de mêler aux girolles quelques champignons vénéneux. Il parlait encore des chevaux si nombreux qu'il y avait dans son enfance à Lunéville, de leur odeur, du bruit de leurs sabots sur les pavés. Et quand c'était à moi de prendre la parole, il n'était pas de ces interlocuteurs qui n'attendent que le moment de vous couper. Il écoutait en silence, avec un sourire d'approbation. Ses lèvres s'affinaient, son regard bleuissait, s'éclaircissait, étincelait. Il avait cet humour lunaire sans lequel il n'est pas de grand écrivain. Sans doute avait-il fini par apprendre des oiseaux l'art de la conversation. Et il y avait dans la sienne des maximes et des pensées qui auraient mérité d'être recueillies en bouquets. Celle-ci, par exemple. Plus le nombre de lecteurs augmente, plus le nombre d'imbéciles parmi eux risque d'être élevé. Ou celle-ci, pour expliquer pourquoi il n'allait plus au théâtre. Je ne supporte pas les entr'actes, et je ne supporte pas une pièce sans entr'acte. Ou celle-ci encore. J'écris pour qu'on ne m'emmerde pas et pour fumer. Je ne fume pas pour écrire, j'écris pour fumer. Avant de vous quitter, il sortait de sa besace un petit appareil et il vous prenait en photo, parfois à votre insu, en train de vous éloigner. Lui aussi s'éloignait. Il ne souffrait pas de rester trop longtemps dans le même décor. Avant lui, on ne quittait la direction de la NRF, comme un pape quitte la tête de l'Église qu'en expirant. Le premier, et avant Benoît XVI, Jacques, a organisé son absence après 100 numéros. Et depuis, on a vu ses successeurs, qui n'avaient pas de sa sainteté, se défiler à peine avaient-ils bouclé 2 ou 3 laborieux fascicules. Il n'avait rien d'un pape, et son bureau n'était pas la chapelle Sixtine. Il était né au siècle des revues littéraires, dont il savait que les meilleures sont des constellations. Or, il avait l'art de relier des images ou des idées pour en former de nouvelles. Et de même qu'il y a au ciel la constellation de la Grande Ourse, de la Balance, du Cygne ou du Scorpion, dont les étoiles peuvent appartenir à des régions de la Voie lactée très éloignées les unes des autres, il y a dans sa poésie la constellation de l'oiseau, du soldat de plomb, de l'herbe et du talus, du vent, de la roue, du méridien, du battement et de la danse. Et dans les sommaires de sa Nouvelle Revue Française, des écrivains qui finissaient par former un groupe à part, en cela qu'ils avaient été choisis par lui. Je ne dirai pas tout ce que je lui dois, les amitiés que j'ai nouées par lui, les joies qu'il m'a offertes. Depuis qu'il a quitté ce monde, j'ai perdu le goût d'écrire, car je sais qu'il ne me lira plus. Mais quand j'entends chanter le merle, je me récite ce poème de Retour au calme, qu'il a intitulé si justement La poésie, et qui figure dans la section Un paradis d'oiseaux, où je suis certain
qu'il a pris ses quartiers d'hiver. Est-il un seul endroit de l'espace ou du temps où l'un des 1000 oiseaux qui sont les habitants de ce poème, où lui, consentant leur otage, entendrait quelque chose enfin de son langage, un peu comme je les entends, si peu distinct du pépiment de la pensée indolente, prodigue et souvent dispersée au fond de je ne sais quel feuillage de mots, que mes rimes, pour y saisir une pincée de sens, miment ces animaux. J'ai supposé parfois une suprême oreille à qui cette volière apparaîtrait nouvelle, apparaîtrait pareille, dans l'inintelligible émeute de ces cris, à celle dont je crois être, lorsque j'écris, un représentant qui s'effraie et s'enchante à la fois de tant d'inanité. Il se peut en effet que l'on soit écouté, et qu'en un certain point, le latin du poète, mêlé de rossignol, ulote ou gypaète, les égale en limpidité. Voilà. Jacques Réda était un épistolier hors pair. Son œuvre, à l'instar de celle de quelques écrivains qui excellèrent dans le genre, pourrait être complétée par sa correspondance sans que ses lettres, loin de là, déparent l'ensemble. Quand je recevais ce que je considère comme un diamant verbal, j'essayais de répondre avec mes propres moyens, assez librement, et de divertir ainsi l'auteur de jouer le jeu. En pensant à l'obituaire « Goodbye Pork Pie Hat » que le contrebassiste Charles Mingus écrivit en mémoire du saxophoniste ténor Lester Young, dont vous venez d'écouter le début, c'est en quelque sorte une improvisation que je vous propose ce soir. Mon cher Jacques, c'est avec retard mais fidèlement que je te réponds. Nous en avions parlé quand je te disais, rapport au nombre de nos publications respectives de tes textes, que Gallimard pouvait aller se rhabiller. Alors j'ai vérifié. Notre correspondance, sans avoir jamais cessé, s'est intensifiée en 1995. Tu avais, je vois mieux aujourd'hui, 66 ans. Retranche 30 et tu obtiens à 10 jours près exactement mon compte à l'époque. C'est l'année à partir de laquelle je t'ai accueilli au sommaire de presque tous les numéros de la revue Théodore Balmoral. 29 participations tout de même, pour 37 textes publiés. Et puis, il y aura eu nos 5 livres, dont 2 chez THB, puis 3 aux éditions Fario dans la collection. Tu auras donc été, avec Jean Roudot et Gilles Ortlieb, un des plus réguliers et surtout des plus importants contributeurs de la revue. Une locomotive, si tu préfères. Une de celles qui emportent pour toujours Archibald Orson Barnabouf, à bord d'un train de wagons jaunes à lettres jaunes, vers une vie dans cette odeur d'orange en brouillard frais. Mais soyons précis. Notre correspondance avait commencé 8 ans plus tôt, en 1987, à l'occasion de la publication du Fantôme de Barcelone, dans le numéro 5 de la revue que j'avais créé 2 ans plus tôt. Il y a donc pile 40 ans. Ce texte, rappelons-nous, raconte les aventures d'un voyageur dans la capitale de la Catalogne. Toi, en l'occurrence, dédoublé, si ce n'est dissocié, et chez qui s'antagonisent au cours du voyage un rêveur et un réaliste. L'un représente, je te cite, une des dispositions constantes de l'homme qui est de souhaiter être ailleurs que là où il est. Tendance qui coexiste souvent avec la tendance opposée que nourrit la phobie du changement. C'est la raison pour laquelle on se trouve souvent à moitié seulement quelque part. C'est notre état le plus courant, précises-tu. Le Fantôme de Barcelone sera repris l'année suivante dans Recommandations aux promeneurs, paru chez Gallimard. On y trouve aussi le fameux texte Un voyage aux sources de la Seine, dont il a été question tout à l'heure, au sujet duquel une note bibliographique précise
qu'une première version, c'est celle que j'ai lue, de ce récit apparut séparément sous le même titre aux éditions Fata Morgana, 1 an avant seulement. Pour ceux qui l'auraient oublié, ou bien ne l'auraient pas lu, c'est dans ce texte, à la recherche de l'eau enfantine, que tu exposes notamment les avantages, assez nombreux, et les inconvénients, plutôt négligeables, du cyclomoteur. Engin, que dis-je, engin, monture, qui a contribué, il faut bien le reconnaître, à une part de ta notoriété cabalo-gyrovague, si ce n'est à une certaine forme de mythologie cyclomotoriste te concernant. La notoriété? Mais qu'est-ce que tu me chantes là, Théodore? Je ne résiste pas à citer un des passages si spirituels, il en a pourtant été question tout à l'heure, sur les routes et les chemins de l'extase temporo-spatiale qui me ravissent, il y en a tant. C'est page 134, tu arrives à 3. C'est ce dont vous allez vous souvenir ce soir, je pense. J'y dormis à l'hôtel Splendide, non loin de la gare, accueilli par une demoiselle cambodgienne, me semble-t-il, qui me demanda si je désirais une sambre avec douce, et à qui j'eus l'impression de donner ma réponse affirmative en auvergnat. Je te lisais en vérité depuis 1984, année où apparut notamment L'herbe des talus, livre dont le poème inaugural est d'une certaine façon aujourd'hui ultime, Tombeau de mon père, ne m'a pas laissé, comme on dit, tout à fait indifférent. J'ai pensé qu'en proposer la rumination ce soir avait non pas un sens roboratif ni digestif, il en sera pourtant question dans quelques instants, mais plutôt remémoratif, méditatif et associatif, assurément commémoratif. Le ciel va, le ciel plein de nuages motocyclistes. Un peu de vent distrait balaye on ne sait quoi devant la porte ouverte de la chaleur, et par-dessus le mur, une seule rose remue doucement la tête comme une femme qui dit non. Nous sommes descendus au cimetière dont on a coupé tous les arbres, un vrai four, pour inaugurer le monument que ma mère a fait mettre sur le ventre de sa propre mère, de son père et de papa, qui rumine ainsi son éternité entre beau-père et belle-mère. Il n'était pas très contrariant. J'aurais mieux aimé le savoir tout seul, dans un coin bien tranquille, comme quand il décampait vers le fond du jardin, poussant parfois si loin qu'un jour il a fallu que les gendarmes s'en mêlent, non sans psychologie. « Allons, mon lieutenant !» Et alors il a dit « Bon, ça va, je rentre. » C'était sur la berge du canal qu'il examinait d'un drôle d'œil. Oui, j'aurais préféré pour lui quelque chose de monoplace, sobre, un peu militaire. Il avait tellement aimé ça. Fixe, garde à vous, zimboum, au champ, en avant, marche. Trop fier pour faire valoir ses droits à un 3e galon. Et puis j'imagine qu'on aurait enfin causé devant la sale petite guérite où j'aurais férocement monté la garde. Halte là! Alors qu'il essayait en vain tous les possibles mots de passe, timide stratège, se résignant à un repli général. Décrochement en bon ordre vers une ligne Maginot de silence. Ici donc, en définitive, où ma mère l'armait d'un arrosoir. Longtemps, son vœu le plus cher fut que je lui dédie un poème. Ah, mais pas question. Comme si tous les vœux les plus chers n'étaient pas les derniers. Ô jeunesse, ô dur adjudantisme de cœur, et qui ne veut rien savoir. Car qu'est-ce qui m'empêchait d'inscrire en haut d'une page à mon père? Sinon peut-être déjà l'écœurement d'impuissance qui vous remplit et qui vous vide à lire la même chose en travers des couronnes ou dans des médaillons. C'est quand même un beau monument qu'a fait poser ma mère. Plusieurs quintaux d'un marbre dont le grain et la couleur évoquent irrésistiblement ceux du pâté de campagne. Hommage au grand-père charcutier râleur qui repose enfin dessous, alors que l'autre, Giuseppe, donc le père de mon père, mort ailleurs un 14 juillet par patriotisme d'adoption, fabriquait des machines de course et de route sans pareil, construites sans reproche,
affirme le prospectus, avec des roulements défiant toute marque et d'une solidité à toute épreuve. Et les voilà, mes aïeux, enfournés dans des espèces d'automobiles en panne, fendant la bise de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui les presse maintenant ? Doucement, les nuages passent à l'envers dans cette éclatante carrosserie, et comme de l'intérieur, en astique le miroir, en m'y penchant, pour voir la tête que fait ici ma tête, je note que ma mère prévoyante y a déjà fait graver son nom. On pourrait ajouter complet. Avec la mauvaise herbe, j'irai Dieu sait où les rejoindre un jour par les talus. Pour recopier ce poème filialement dédicatoire à la gravité généalogique, par instant, on vient de le constater, facétieuse, avec tendresse, j'ai rouvert l'herbe des talus et j'y ai redécouvert les quelques mots manuscrits qu'à ma demande, tu avais ajoutés en 3 services à la fin du repas. Je ne sais pas ce que tu en penses aujourd'hui, mais en ce qui me concerne, j'en mets très volontiers le couvert. Déjeuner du 17 avril 2014 avec Thierry Bouchard, boudin, saumon, baba au rhum, tarte aux fraises, château au morgeau et en hors d'œuvre, comme en salade, cette herbe spécialement assaisonnée pour le dit Thierry. Gireda, à Paris, au bistrot de l'université. Je te réponds donc avec retard, mais pour te dire que j'ai bien reçu ton dernier livre, Des arts et des métiers. À son habitude, David Massabuo a indiqué dans l'achevé d'imprimer la date, cette fois le 30 septembre 2025, soit 1 an après, et le lieu du tirage au moyen d'une invention devenue une habitude de la fée Morgane, à la poitrine généreuse, comme une blonde d'Aquitaine. Ce n'est qu'un aspect de la chose, je te le concède. Au sujet de la provenance fictive du papier utilisé pour les exemplaires de l'édition courante, un vélin ivoire de Lunéville, où tu es né le 24 janvier 1929. L'éditeur, David, ne savait pas alors qu'il aurait, en ce qui concerne le lieu, doublement raison. C'est en effet, selon tes derniers vœux, après une visite en voisin, au Père-Lachaise, c'est en effet, si je puis dire, ton ultime adresse, avec le verger de Mirabel qui surplombe l'endroit, comme me l'a écrit Nicole le 9 octobre dernier, retour de la sous-préfecture de Meurthe-et-Moselle. Pour s'acquitter du prix de l'envoi, ces précisions intéresseront les philatélistes qui tiennent leur passion et l'usage des timbres pour une branche essentielle de la psychologie des profondeurs, et en conséquence les lecteurs de Restons timbrés et d'Affranchissons-nous. David a utilisé 20 timbres de 2,80 francs de la série Europa, sur lesquels se détache en blanc le mot « liberté » en écriture cursive. Ce timbre commémore le cinquantenaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. À gauche, un cercle de fils de fer barbelés sur fond d'un uniforme rayé d'internés ou de déportés dans un camp de concentration nazi représente l'année 1945. À droite, une couronne de rameaux d'olivier sur fond jaune, l'année 1995. Vous les voyez peut-être, ces timbres. Je connais, à ce sujet-là, à La Roche-Migène, la ville fantôme précisément, non loin de la gare, un petit square. Et pour authentifier la provenance de l'envoi, l'expéditeur a utilisé un des timbres sur-ornementatifs qui ont fait mes délices et ceux de tous tes correspondants lors de la réception d'une bonne 200 d'enveloppes de la poste Rédasie, Royaume et République. Il s'agit cette fois d'un timbre de 2019 évoquant le bien connu Zaratoustan, d'une valeur faciale de 89. Il représente un crotale à clochettes jaunes et verts que tu as dessiné avec 2 gros yeux rouges exorbités, moitié esperluette, moitié déléature. Le serpent est dressé comme un cobra naja sur un tapis d'herbe légèrement broussailleux et langue bifide largement sortie, à la fois menaçant et séduisant, il agite avec frénésie une vraie clochette qui termine sa queue vibrionnant. Il semble alerter ou bien signaler sa présence à la seule fin d'ensorceler.
Et ça marche. On est transporté, on est ravi. Si bien que j'ai cru que c'était toi qui me l'adressais. Je sais que ces télescopages t'amuseront. Rien ne perd vraiment. Tout continue puisque rien n'a probablement jamais vraiment commencé. Tout apparaît et disparaît simultanément dans un battement sans fin ni origine. Je t'incitais depuis quelques mois, sans que tu sois plus que cela convaincu par le projet, dans un moment apparent de doute ou d'indécision, ou bien d'absence temporaire d'inspiration que tu as contredit ipso facto, à rédiger des lettres que tu aurais adressées, par exemple, à une de tes Olivetti Lettera 22, sur laquelle tu as écrit « Autobiographie de personne », jusqu'à ce jour important inédit, à un paquet de tabac, un Maryland, ramené du Luxembourg, à une de tes anciennes montures à galets qui piaffent en t'attendant, à une Mallard de type Pacifique 462 qui détient depuis le 3 juillet 1938 le record du monde de vitesse des locomotives à vapeur, à un dragon à cheval de la marque Kiralu, à un rouleau de linoléum de chez Keller et Fils, aux motifs bigarrés et barbares comme ceux d'un culte polynésien, à une pompe à essence dénommée Sarah, que sais-je, à l'île de Rayatea, où, comme le consul général de France à La Plata, tu t'ennuyas, à la montre perdue dont tu n'as jamais eu besoin pour connaître l'heure exacte, au principe féminin, incarné par la lumière éblouissante des trois sœurs Jong, à un Pithecanthropus erectus emporté par son élan, ou bien au Swig directement, à la NRF que tu dirigeas et qui ne compta pas, elle, pour des prunes, à la peur, ton premier livre à la couverture cartonnée par toi-même à 8 ans et que tu n'as jamais écrit, à l'épinette de Charles Albert, dans la mansarde du 59 rue Bonaparte, au verre de rhum, pour deux, que demandait Jean Follin à la fin des déjeuners que tu partageais avec lui, ou au jeune chat. J'écris jeune pour ne pas avoir à lire petit et me mettre à miauler comme on sanglote. Que tu étais venu récupérer un certain 4 juin 1944 dans la maison du bord de Seine, maison que vous aviez désertée afin d'éviter d'être à proximité des bombardements des B-26 américains venus détruire à Élisabethville le pont ferroviaire reliant Sartrouville à Maisons-Laffitte. Mais les poèmes des arts et métiers ont, comme qui dirait, répondu. Et je t'ai proposé fin juillet, ce que tu as finalement accepté comme une habitude entre nous, de les dactylographier. Je t'ai alors promis de les envoyer à Fata Morgana, le moment venu, pour publication, ce qui fut fait recta. J'aurais donc passé pendant plus de 40 ans une grande partie de mon temps, après une joie enfantine, d'être le premier à les découvrir dans un nuage parfumé au tabac quand je décachetais l'enveloppe, à recopier tes textes, puisque tu n'auras pas suivi, ce ne fut pas faute d'essayer, le tournant électronique qui nous a tout de même pas mal facilité les choses. Et c'est en conséquence ainsi que je comprends tes propos dans l'introduction du livre Autoportrait. Je te cite. « J'avoue, en effet, que je ne lis pas les livres qui, d'une manière ou d'une autre, me saisissent ou m'enchantent. Je les écris. » Il faut dire, en complément naturel de cette conception des choses, que tu ne t'es pas davantage tenu pour l'auteur de ton premier livre, jusqu'à souhaiter qu'il fût frappé d'anonymat. C'est donc en tant que secrétaire que j'ai à ma façon écrit les miens. À ma façon, c'est-à-dire avec ces nuances qui différencient ma conception de la chose de la tienne. Je n'ai pour ma part jamais imaginé que j'en étais d'une manière ou d'une autre l'auteur, mais comme un qui réapprend d'une façon supérieure ce qu'il sait imparfaitement, j'en aurais été le lecteur admiratif, le liseur à chaque fois réjoui par des découvertes d'ordre scriptural, poétique, c'est-à-dire à mon sens le plus élevé dans l'ordre sublime de la connaissance intime de la langue, où l'on s'augmente en s'absentant,
afin, comme tu l'écris à propos de ta propre lecture des œuvres de Follin et de Saint-Grillat, d'exister humainement. Puis j'aurais tenté d'en être le scribe, à l'acribie toute philosophique, en me coulant physiquement dans le rythme de tes phrases, le copiste scrupuleux, en quelque sorte tes bouvards et pécuchés exclusifs, ou je te vois venir, goguenard, si tu préfères, je condescends, tes bouchards et pécuvés invétérés, tu peux rire comme tu riais au téléphone. Ou bien soyons sérieux tout de même, un Bartleby un peu plus conciliant, disons un peu moins indolent, un peu moins ingrat, un peu plus docile, et qui aurait préféré vraiment mieux faire ce qu'il y avait à faire, et qui mesurait ainsi la chance qu'il avait, lui, de continuer d'apprendre à lire et à écrire sur ton modèle inimitable, marqué du sceau d'un pessimisme joyeux, d'une érudition distanciée par l'allégresse sur des sujets pourtant graves et où le ciel, avec ou sans cap, souvent avait sa place. J'étais ainsi mis au défi par une nécessité intérieure de m'en montrer digne, afin, car la lecture de tes livres est d'une maïeutique littéraire plutôt féconde, d'advenir littérairement à moi-même. J'aurais essayé. Pour finir cette lettre, je te dirais que je suis en train de terminer d'établir et d'annoter une correspondance entre deux écrivains français du XXe siècle que tu connais bien. Restons discrets. J'avance lentement. Les références, les allusions sont nombreuses. Pour annoter une des lettres où il est question de Germain Nouveau, j'ai été amené à lire la Pléiade qui lui est en partie consacrée et éditée par ton saint-griasque ami Pierre-Olivier Valzer. Voici le texte que j'y ai trouvé. Il a fait tilt. Tu vas comprendre pourquoi. Peut-être même l'auras-tu lu. Il y a des chances dans le numéro d'octobre 1955 de la Nouvelle Revue Française. Il faut dire que Jacques a découvert Saint-Grillat dans le numéro de la même année où il y avait, le 1er mars 1955, une couronne de Charles-Albert Saint-Grillat. Germain Nouveau, petit tableau parisien au Père-Lachaise. Michelet venait d'être ramené de Cannes à Paris dans un double cercueil de chêne et de plomb. Et c'était le jour de son inhumation au Père-Lachaise. Au-dessus du corbillard, chargé de fleurs et de couronnes, le soleil de mai ruisselait, ainsi que sur les toits, à l'angle des maisons, en ruisseaux d'argent et d'or, sur la foule murmurant et recueillie. Ce n'était presque pas un enterrement et pas tout à fait une fête. C'était une solennité triste assurément, mais presque douce, car celui qu'on escortait ainsi, mort chargé de dents, rassasié de jour, s'en était allé simplement, comme une ombre qui regagne sans amertume la patrie commune et désirée, Champs-Élysées aux verts ombrages, où l'attendent la conversation de Socrate et l'intimité de Virgile. Le fantôme du mort était si tendre, son souvenir, si souriant, son œuvre, si séductrice, sa gloire, si vaste et si certaine, qu'on semblait davantage marcher au couronnement du génie qu'à des obsèques funèbres et banales, et qu'on oubliait le cortège obligé des fleurs, de cendres, d'employés de la mort, noirs, impassibles et vaguement répulsifs. La foule était énorme, plein d'enthousiasme contenu, et sur la double rangée des trottoirs jusqu'au cimetière, les boutiquiers et les passants curieux se penchaient pour savoir le nom de l'homme illustre que tout Paris accompagnait ainsi. Le corbillard s'arrêta au milieu du Père-Lachaise, sur la colline, et le cercueil fut déposé au bord de la tombe. Jamais soleil plus doux, azur plus vif, non luit sur la face d'un mort. Dans la foule, on eût dit que les femmes étaient en majorité, répondant de la sorte au vœu secret de l'écrivain qui avait écrit toute sa vie avec une plume dérobée, pour ainsi dire, à leur chapeau. Dans le silence parfumé, dans l'air plein de rayons, de tièdes et pénétrants effluves, un orateur funèbre prit la parole et, en même temps un amoureux rossignol, du haut d'un arbre, lança à pleine gorge une averse de notes, une pluie battante de perles. La foule rêvait, les lèvres entr'ouvertes des femmes souriaient, et l'âme de Michelet écoutait le rossignol. Tu me diras que c'était une autre époque. Jacques, yes, Jacques. Comment vas-tu me demander, comptes-tu mettre un point final à cette lettre ?
Pendant que, je dois l'avouer, c'est Théodore qui en finissait la rédaction, j'ai eu le temps de réfléchir. Pour répondre au rossignol de Germain Nouveau, c'est au merle Roméo, la conscience élégiaque de la rédaction avec un X, flottante du citadin, perchée, on s'en doute, sur l'épaule du gérant légendaire Jean-François Pommier, que je dédie cet hommage. Je sais, mon cher Jacques, que tu n'en prendras pas ombrage, à condition que je cite les autres membres du conseil d'administration. C'est le seul ours que je connais chez toi. Je m'exécute. Madame Juliette, vie pratique. Le colonel Pommier, stratégie rédactionnelle. Armand Le Fur, doyen d'âge, toute récrimination. Le docteur Félix Badanglet, orientation spirituelle et scientifique. Patrick Léventail, déjà 9 ans. Le chien Boulou. Madame Marcel, Anne-Marie, Caroline et Virginie, dite Vivi Léventail. Éblouissant secrétariat général, Roger, services généraux et corvées diverses, et qui s'est tapé tout le boulot comme d'habitude. Sans lesquels, j'en suis certain, tu n'auras pas pu rejoindre le fantôme de Barcelone, qui t'attend toujours pour le rapatrier définitivement parmi les tiens. Nous signons donc THB et THB, post-scriptum. J'ai trouvé à l'intérieur du rabat, du papier cristal qui protège ton livre, le bandeau rouge qui saignait recommandation aux promeneurs pour attirer le chaland. L'éditeur a repris le titre de la première section de ton livre. Attention au départ. Figure-toi que je réalise seulement maintenant, quelle brioche, que je n'avais pas compris. Tu vois que le lecteur est toujours à la traîne. La dimension combinatoire d'une formule pourtant si prometteuse pour les voyageurs en partance. Attention au départ. Tu vas me répondre que non, tu ne t'es pas tout à fait en allé avec les nuages motocyclistes et que tu entends encore, chez les jésuites du collège Saint-François de Salles d'Évreux, le père Dolly vous dire « Qu'est-ce que vous voulez, mes pauvres gosses? L'éternité !» Bonsoir à toutes et à tous. Nous ne sommes plus que 2. Je vais me mettre là, tiens. C'était très agréable d'être spectateur. C'est un peu dommage de devoir parler, mais j'ai appris plein de choses sur Jacques. Et puis c'était bizarre de voir ces images de lui plus jeune que dans ma mémoire, puisque je l'ai connu assez tard. Enfin, en tout cas, lorsque Nicole m'a invité à parler de Jacques ce soir, elle m'a invité aussi à lire quelques vers. Et les vers qui me sont venus à l'esprit, ou en tout cas en tête, c'était des vers extraits de Hors les murs, qui sont ceux-ci. L'aimable dame qui me tend son unique baba au rhum et qui ressemble aux souris de boulangerie, me dit en rangeant la monnaie, on en reste baba. Je m'excuse, monsieur. L'existence. Il faut bien qu'on rie un peu. Et évidemment, ces vers me sont venus en tête et je me suis vraiment demandé pourquoi. Pourquoi ceux-là, parmi tous les vers de Jacques Réda? Ce ne sont pas des grands vers, ou je ne sais pas, en tout cas, ils n'en ont pas l'allure. On ne voit pas, en grandes lettres électriques, briller la dynamo de la littérature. On sait bien que pour que ça éclaire bien, il faut pédaler encore. Non, il n'y a pas grand-chose à en dire de ces vers. On peut signaler qu'ils font 14 syllabes. Vous savez que c'est un maître qui plaisait beaucoup à Jacques. On peut dire qu'il y a des rejets. Mais ça ne dit pas grand-chose de ce charme. Parce que ces vers, je les ai découverts il y a plus de 25 ans. Ils m'ont fait sourire et depuis, bon an, mal an, ils n'ont pratiquement jamais quitté ma mémoire. Je me les répète le matin lorsque je vais m'acheter un croissant à la boulangerie. Je m'excuse, monsieur, l'existence, il faut bien qu'on rie un peu. Ou alors le soir, lorsque c'est plus rare, je m'achète un baba au rhum au bistrot. D'ailleurs, on a croisé quand même un baba au rhum déjà dans le texte de Thierry. Donc c'est quand même, on a vu que c'était une constante finalement de l'œuvre.
Finalement, ces vers, ils ont deux avantages qui sont quand même assez considérables. D'abord, un, ils me font sourire, et puis deux, ils me donnent faim. Et c'est quand même, je trouve, assez fort, moi, pour de la littérature. Quand j'étais enfant, mon père, qui n'est pas poète, me répétait souvent cette phrase « Le sens de la vie, c'est la vie ». Alors, il prononçait ça sans aucune ironie, et il y avait toujours un silence après, et il disait ensuite d'un ton très pénétré « C'est de Goethe ». Et d'une certaine façon, la provenance servait de preuve. Eh bien, c'est un peu à ça que je pense aujourd'hui, alors que nous célébrons le génie de Jacques Réda, et je pense que le terme génie est le bon terme, parce que j'aimerais bien qu'il soit au-dessus de mon épaule à me souffler des conseils. Donc, alors qu'on est en train de célébrer le génie de Jacques Réda, les phrases finalement qui me viennent de lui ne sortent pas de la littérature. Ce sont plutôt des phrases qui appartenaient à nos conversations à bâton rompu autour d'une bière, en fumant cigarette sur cigarette. On n'aurait pas dû. Mais c'est cette phrase-là que j'ai envie de vous donner parce qu'il me semble qu'elles disent quelque chose de l'homme et donc forcément du poète. Parce qu'il me semble aussi que chez les plus grands d'entre eux, les plus grands poètes, le poète et l'homme se confondent. Et c'était le cas, me semble-t-il, de Jacques. Il m'avait dit « Mais pourquoi as-tu choisi la littérature ? Pourquoi la poésie alors que tu aimes tant les maths ? Quand j'ai décidé d'être poète, c'était encore quelque chose, la poésie. À ton âge, à ton époque, j'aurais choisi la physique. C'est là que ça se passe maintenant. Maintenant, la poésie, tout le monde s'en fout. » Je me souviens, il m'avait parlé de ça, c'était près d'un restaurant, c'était dans un restaurant près de Jourdain, dont le nom rendait hommage aux aventures de Tintin, ça s'appelait le Petit 20e. Ça s'appelle toujours d'ailleurs le Petit 20e, il a changé de patron, je vous le recommande pas forcément. En tout cas, c'est là, l'histoire de la littérature jugera, que nous avions convenu d'un échange crucial. Sa machine à écrire avait rendu l'âme, et on sait tous que Jacques consommait beaucoup de machines à écrire. Comment il faisait. Enfin, en tout cas, sa machine avait rendu l'âme et on avait convenu d'un échange. Il m'avait offert quelques textes manuscrits sur l'an 2000 et puis sur les alignements de Carnac entre lesquels passaient des taupes, mon souvenir. Et moi, je lui avais tendu une vieille Remington, enfin un vieux Remington, puisque lui l'utilise au masculin, un vieux Remington dont je ne me servais pas habitué, que j'étais au clavier de mon ordinateur. C'était un échange particulièrement intéressant. Lui, il avait l'avenir, encore des poèmes, et puis moi, j'avais un peu de passé, ce passé enclos dans ces feuillets remplis de son écriture. On y gagnait tous les deux. Mais on avait un peu bu pendant ce repas, qui était très bon, et en sortant, on avait oublié la Remington sous l'abri de bus. Merde et remerde, drôlement feinté la postérité, qu'aurait dit Raymond Queneau. Plus tard, quand j'avais déchiffré l'écriture manuscrite de Jacques, je m'étais rendu compte que certaines de ces corrections, apportées entre les lignes, consistaient en l'ajout de répétitions et d'adverbes. C'est pas vraiment ce qu'on conseille de faire à l'école de la littérature, mais il semble que chez Jacques, le premier jet, en tout cas cette fois-là, avait été tellement aérien qu'il avait été obligé de le lester en rajoutant des répétitions, en rajoutant des adverbes pour qu'ils s'en veulent pas. C'est clairement ce qu'on avait oublié de faire pour la Remington. Enfin bon, on s'était rencontrés. Je venais de sortir mon premier livre chez Gallimard. Je lui avais envoyé. Puis on avait parlé. Et puis à un moment, je lui avais dit, je lui avais raconté, je lui avais expliqué, je lui avais confié que lorsque j'avais tenu le livre dans les mains, la chose qui m'avait submergé, c'était un immense sentiment de honte. Vraiment, qui avait enlevé tout le reste, enfin, qui avait tout occupé. Et lui, je me souviens très bien, m'avait regardé d'un air étonné, et puis en réfléchissant, il m'avait dit ce sentiment-là de honte, garde-le précieusement, c'est vraiment ce qu'un écrivain a de plus précieux, la honte. Il me semble que ça dit quand même quelque chose. Il n'était pas snob du tout, alors je ramasse mon papier quand même. Il n'était pas snob, ou alors il était snob d'une façon supérieure. Vous savez, à un certain moment, on arrive quand même à un autre snobisme.
Je me souviens de lui avoir parlé de la palissade de Goethe, ça lui avait beaucoup plu. Et puis je me souviens par exemple d'un dîner avec Nicole, où à un moment j'avais cité La Grande Vadrouille, et il s'était retourné vers toi, Nicole, et il avait dit « Tu vois que c'est quelqu'un de bien ». Donner un peu... Et c'est pareil pour la poésie. On parlait de poètes, de Jean Follin évidemment, de Grosjean, de Dadelsen, de Paul Valéry, qu'il aimait beaucoup aussi. Hein. Mais moi, dans ma mémoire, je me souviens surtout de mon ami Pierrot. Il m'avait dit « Un enfant à qui on n'a pas chanté tous les soirs au clair de la lune ne pourra jamais comprendre ce qu'est la langue française. Ne pourra jamais comprendre réellement les beautés de cette langue. » Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Je me demande à quoi ça sert, évidemment, la poésie. En parlant devant vous, à quoi ça peut bien servir ? À relire, à lire certains poèmes de Jacques, pendant longtemps, j'ai eu l'impression que parfois, pour lui, c'était comme si le monde entier était là pour se métamorphoser en mots. C'est à cela que me font penser les descriptions de ciel, notamment. On en parlait avec Alexandre tout à l'heure. Toi devant un Porto, moi devant un Kir. Et je pense par exemple aux ruines du ciel, par exemple quand Jacques écrit « Rose framboise ardent, mais d'un rose de sorbet tombé de son cornet qui roule dans la poussière, le soleil est en proie à une dilatation qui ferait peur. S'il n'y avait en plus cette couleur de fond de jour de fête et bientôt de soie ancienne qui s'effrite au lieu de craquer. » C'est classe quand même. Hein. D'autres fois, moi, j'ai pensé que c'était presque une sorte de politesse vis-à-vis du monde, comme une sorte un prêté pour un rendu. Un peu comme une élégance minimale, comme l'élégance qu'on doit aux autres le matin lorsque, je cite, « il y a lieu de se brosser les dents en fredonnant un air et de nouer adroitement la cravate qui préserve de la solitude et de la mort ». J'ai pas pu, moi, me réduire à mettre une cravate pour ce soir, mais j'y ai pensé, c'est déjà quand même beaucoup. Et puis on a parlé déjà de Quel avenir pour la cavalerie, mais dans Quel avenir pour la cavalerie, c'est plus net d'une certaine façon. On a vraiment la sensation que pour Jacques, écrire, c'était aussi se mettre au rythme du monde. C'était jouer sa partition dans ce grand orchestre d'organismes qu'emboîtaient les uns dans les autres. Et c'est vrai que déjà, même dans Amen, dans le premier poème de Amen, qui reste quand même, d'une certaine façon, son premier recueil, puisque c'est le premier recueil qu'il reconnaît en tant que tel. Il écrivait dès le premier poème, ce poème se finissait par « Il devait mourir de la même mort que les mots, les astres et les monstres ». Ça en reliant les trois. Et puis, puisque je viens de citer ces premiers textes et que j'arrive à la fin de mon intervention, je me demande forcément quels furent les derniers. Alors voilà, il y a un livre qui vient de sortir. Et puis les universitaires, sans doute, se poseront la même question et je veux leur laisser la primeur. Mais malgré tout, j'ai quand même envie de faire une petite hypothèse. Mon hypothèse personnelle, moi j'ai reçu des lettres de Jacques, mais j'ai surtout reçu moi des cartes postales de vaches. J'ai demandé autour de moi, je crois qu'on en a une autre personne qui en a reçu, mais en tout cas il semblerait que ce soit plus rare, des très belles vaches avec des longs sourcils, enfin des longs cils et des yeux doux. Et de même, mon fils détient un yak en peluche que Jacques lui avait donné. Un magnifique yak hirsute, un peu comme moi ce soir, aux profonds yeux noirs. Mon fils le garde parmi ses peluches, en roi aux multiples serviteurs, c'est un des privilèges de la jeunesse. Et récemment, alors que je réfléchissais à ce texte et que je rangeais sa chambre, j'ai appuyé par mégarde sur le ventre de ce très sympathique animal qui a prononcé le non moins sympathique son « me ». Eh bien, il me semble, on parlait des oiseaux, mais que si Jacques est un fantôme, un grand fantôme vagabondant hors de ses livres, sans chaîne ni mots, eh bien, si Jacques est un fantôme, il me semble que c'est ainsi, avec beaucoup de noblesse et de douceur, qu'il se serait exprimé. Et je passe... Alors, je crois que j'ai le temps.
Alors, je vais lire un court texte. J'hésitais encore, j'ai mis 3 post-it. Je vais vous lire celui-ci, parce qu'il réconcilie aussi la littérature et la vie. C'est dans les ruines de Paris. Que se passe-t-il ? Car des hurlements ricochent sur les façades, pas des cris de frayeur, mais c'est avec prudence que plusieurs fenêtres se rallument et que des silhouettes en chemise font bouger les rideaux. Et de nouveau, ces provocations hurlées comme dans l'Iliade. Je saisis le mot « brocanteur ». Ainsi peut-être Hector a-t-il humilié Achille avant que l'autre, en effet, n'accroche ses armes comme à Biron. Retombant des hauteurs de l'épopée, je songe que le brocanteur, qui vient parfois vers 10h du matin, a fait provisoirement fortune. Alors il s'est offert comme tout le monde un tourisme à Bangkok, et le décalage horaire l'a mis sans dessus-dessous. Mais il ne s'agit pas de brocante, ni de bagarre d'ivrogne ou de héros. J'ouvre, je me penche, et en bas, sur la place, je vois ces 2 types qui se démènent, et je comprends enfin pommes de terre. Eux, qui le nez au vent m'ont repéré tout de suite, me prennent à partie aussitôt. 15 francs le sac de 25 kilos. Je réponds que j'arrive. Ils se remettent à brailler et me citent en exemple à tout le quartier sourd, expectant. Je descendrais même si leur prix atteignait le double, ému comme si c'était Rimbaud fourguant de vieux Remington. On traite vite, sans cérémonie. Il est jeune, maigre, avec une moustache noire, la voracité de la fatigue dans ses yeux creux, à moitié dans l'agriculture, à moitié dans la mécanique, d'un lourd ciel usé qui dérive entre le trèfle et des moteurs. D'où venez-vous donc ? De Normandie. Mais pourquoi de si loin et ce tintouin, si tard, ce système ? Parce qu'ils font tout chier. On se regarde ensuite qu'une seconde, mais ça suffit. J'entends leur camion qui redémarre tandis que je hisse mon sac. Le matin les trouvera du côté de Bourg-Thérould, qu'on prononce Boutroude, ou de Bayeux. Un peu de travers dans un fossé quand même, ils s'assoupissent, la tête cassée contre la vitre ou roulée dans les bras sur le volant, grise comme leurs patates, grise comme le point du jour et sa douceur d'anesthésie. Bonsoir. Ils sont tous partis, mais j'espère que vous resterez encore un peu. Je souhaiterais vous lire les vers d'un vieux monsieur que j'ai eu le bonheur de connaître. S'il existe pour un être un point mathématique épinglant son évanescence dans le temps et dans l'espace, il doit coïncider avec l'instant qui l'abolit. Ainsi, j'aurai bientôt simultanément cessé de vivre et de mourir, en devenant ce point qui ne sait pas, qui fond à sa place exacte au cœur du prisme. En attendant, je m'abandonne à l'opulence errante du temps spacieux. Je ne connais de lui que ma sujétion à sa fuite, n'ai distrait d'elle aucun moment, et puisqu'elle m'entraîne, je ne veux plus considérer que l'enchantement qui m'a saisi. Car depuis qu'un ciel a recouvert entièrement cette planète, jour après jour, nuit après nuit, il n'y en a pas eu 2 semblables pour l'orchestration de leurs nuages. Battu, 2008. L'univers est un œuf, et que pourrait-il être d'autre ? Mais ne demandez pas à écervelé qui l'a pendu, car si je réponds « le sans-nom pendit à l'origine », qui, m'objecterez-vous, a pendu le sans-nom ? Or je dis « le sans-nom s'est pendu de lui-même, il est son germe et sa coquille, il est sa couvaison, il est éclos avec son plumage et son envergure, il est sa provende, son ciel, son oiselle et son nid. Pondu, pondant, il se répand sans relâche et sans terme, et les phases que tour à tour j'énumère ont eu lieu en moins d'un battement d'un cœur d'oiseau-mouche fébrile.
Il a donc lieu, sans lieu, partout, rien qu'une fois, toujours. C'est très encourageant, ça, merci. Inclus dans l'évidence immédiate et constante de l'inconcevable, quel vrai besoin en avons-nous? Le passé n'a plus d'existence, l'avenir n'en a encore pas. Entre les deux, le présent nous fuit comme l'eau d'une conduite crevée. Et vous voudriez qu'un plombier suprême brase la fissure, remplace le joint? Vous ne manquez ni d'irréflexion, ni de culot. J'ai mis des numéros, mais... Car la plus juste façon de danser reste l'ambulation naturelle du bipède qui, renversant l'appui du pas, se soustrait aux cadences berceuses ou caporalisatrices et s'envoie en l'air, droit devant soi, dans le présent de l'orchestre des mondes. Ainsi, d'une mesure à l'autre, dansons-nous, sans le saisir, l'instant. Maintenant, et maintenant, et maintenant. Et maintenant mène la danse. Et comment la source de l'éclair n'en danserait-elle pas, elle aussi? Car croyant circuler au creux d'une main toujours ouverte, j'allais par l'inépuisable réseau d'évitement que les vicinales trament contre la volonté centrifuge de la gravitation. Et toutes sortes de petits dieux, au fond indifférents à mon sort, me faisaient fête, heureux d'être honoré. Et puis un jour, on sent que la main tout doucement se referme, la ligne de cœur ne conduit plus qu'à un village désert, une cour de ferme abandonnée à 2 pas de l'autoroute, et clac, les petits dieux eux-mêmes n'ont eu que le temps de sauter comme des puces, fuyant le gibier vaincu. Donc je circule. J'ai circulé, secouant de moins en moins nerveusement la main de plus en plus lourde que l'âge avait paru me poser d'abord avec amitié sur l'épaule. Mais elle palpe à présent la carcasse sous le sac de peau fripée et concassera les os. Je serai comme un vieux nourrisson nourrissant quelques touffes de paille de fer qui lui sortent du nez, des oreilles, couronnent son regard sourcilleux sur le monde en train de redevenir buée. Alors je retrouverai celui où déjà je n'existais pas avant mes 40 jours, entre le cri de la naissance et le dernier souffle que se disputeront la pie et le corbeau. La colombe, elle n'ira sûrement pas se mêler de cette prise de bec, disputer une pauvre proie à l'odeur de vinasse, de foutre et d'ail, elle qui ne veut et ne peut que saisir au vol l'exhalaison de violette, en quoi se résument le sang et la sueur des seins. Il n'empêche que je circule avec la confiance de ma joie. Démêlés, 2007. N'être pas un arbre a toujours été de mes regrets le plus constant. Mais mon véritable dessein, je crois le deviner. Trouver l'endroit où je pourrais enfin m'enraciner un moment dans le tourbillon de l'univers. Et quitte à m'y fixer avec le ver, envers qui je m'acquitte de ma dette à la guerre de la langue qui m'a nourri dès ma naissance et dont le feuillage, à présent flétri, laissera place quelques jours à des pousses nouvelles. Tout en se confinant contre l'épidémie, ce n'est ni par bonté, ni par économie qu'on a déconfiné les arbres, les oiseaux, l'air qui respire mieux et ranime les eaux de la Seine et des lacs où revit la grenouille. Et le soleil levant lui-même s'agenouille à Versailles, devant ce qu'il va découvrir le long des ponts où l'on a cessé de courir du Louvre à Bagnolet, de Sceaux à Notre-Dame, à travers l'écheveau lisse du macadam sur le gros vieux pavé que les pas ont poli, et qu'ombrage à présent la fleur du pissenlit. On pourrait désormais aller à l'aveuglette sans craindre les pétards d'une motocyclette
ou le surgissement muet d'un autobus. Certes, en même temps se promène un morbus inconnu sur lequel le savant vaticine. Il prend au dépourvu toute la médecine et ne fait pas plus de cas de l'homme que du rat, et peut-être à mon tour me contaminera. Là, je m'y prédispose, et ma dernière frasque sera de circuler dans ma ville sans masque. Leçon de l'arbre et du vent, 2022. Je soupçonne que l'univers est sans commencement, sans fin, mais l'infini, non moins que l'éternel, nous ment, comme nous moque en passant le vent insaisissable, la fuite de l'eau sur la pente ou le filet de sable entre deux vases transparents et sans fond que remplit en permanence le présent pour aller vers l'oubli. Dans une étreinte qui, de soi, l'assure et le déleste, l'univers est l'unique instant où le tout, à la fois, s'accomplit et se change en rien, où rien, en contrepoids, devient le tout qui se dérobe. Un éclair. Et le reste, c'est le soleil et les bouquets de la voûte céleste. C'est vous, c'est moi, le vent, la violette au fond d'un bois. La physique amusante 4, 2016. Les langues sont des organismes comme l'atome et l'univers, et d'identiques mécanismes s'appliquent à leur sort divers comme à celui de chaque vie. Quand la nôtre nous est ravie, ne pleurons pas son abandon. Cette plainte nous rapetisse. Nous payons en bonne justice la libéralité du don. C'est le rythme qui tout anime, l'inerte comme le vivant, et dans l'univers unanime imposa de même au langage la justesse de son tangage avec le vers qui va, qui vient, tel un drapier qui la mesure, l'étoffe sans fin ni couture, et dont la trame nous contient. Qu'importe à présent la façon dont se perdront dans le silence tous les airs de notre chanson. Le rythme nous prie, qui nous lâche, poursuivons toujours notre tâche, sentence auguste ou calembour, danse sacrée ou galipette. Ce qui s'en va de la trompette revient ailleurs par le tambour. Le testament de Boré, 2016. Arriver et partir ne sont sans doute qu'un même acte, la gare, le milieu particulier où se réfracte le rayon lumineux qui nous guide, mais où va-t-il ? Aucun moyen de l'en garder n'existe, aucun outil ne peut le détourner de la direction qu'il a prise, et le voyageur se retrouve, à sa propre surprise, arrivé partout à la fois mais sans être parti. C'est ce que j'appelle le coup de la salle d'attente. La formule « passer le temps » le démontre à coup sûr. Étant à la fois son passé, son présent, son futur, le temps ne passe pas. Il reste immobile, au contraire, et c'est quand nous croyons naïvement nous y soustraire que nous entrons dans son intemporalité. Un jour, de la tumultueuse aventure de l'homme, il ne restera plus qu'un témoignage étrange, comme ce fin bracelet d'or qu'autrefois vous aviez perdu sur une plage et qui s'était englouti dans le sable, jusqu'à ce que le temps, travailleur inlassable et qui de tout le sien dispose, les brandit comme un éblouissant trophée au soleil de midi. J'ai souvent vécu dans la lune, et peut-être en Eubée avec les sages d'autrefois, et bien que sourd, j'entends tandis qu'à petits pas prudents je traîne la pantoufle,
se lever dans des profondeurs obscures, le grand souffle qui me rendra la liberté de n'être jamais plus, même le souvenir de mes jours révolus. Des arts et des métiers, 2025. Je voulais retrouver l'endroit, revivre le moment où, là, de subir les chaos d'un chemin de halage, d'attendre que surgisse enfin le clocher d'un village, j'ai laissé mon vélo tomber dans l'herbe et brusquement perdu la notion du temps et celle de l'espace. Et croyant m'endormir, découvert qu'il n'existe pas. L'espace fond dans l'infini. On dit que le temps passe, mais c'est dans le présent que s'inscrit chacun de nos pas. Donc, j'étais là, j'y suis. J'y serai, même si ma route s'égare, se divise au point de m'inspirer un doute sur ma propre personne en marche et bientôt l'oublier. C'est sur la berge d'un canal et non loin d'une écluse. J'écoute le vent qui distrait feuillette un peu pliée contre lequel je suis assis, ou qui parfois s'amuse dans le petit jardin fleuri qu'entretient l'éclusier, où mûrissent pour les oiseaux les fruits d'un cerisier, à faire danser sous le fil les pans d'une lessive, chemise, pantalon, tantôt de manière lascive, tantôt comme si le démon du rythme les hantait. Puis le soir leur impose un balancement de pavane, et la lune paraît au-devant de sa caravane d'étoiles. L'univers entier l'accompagne et se tait, seul à percevoir la musique intime de ses sphères. Car tout, particules, soleil, microbes, mammifères, tout danse dans ce corps sans limite et d'un seul tenant. J'y suis toujours, dans l'intemporel maintenant. Le trot du renard, 2024. Voilà, je vous ai lu quelques vers écrits par Jacques Réda entre sa 75e et sa 95e année. Ce qu'on pourrait donc appeler des vers de vieillesse, puisqu'on parle bien de vers de jeunesse, on peut parler de vers de vieillesse, mais ce qu'on peut aussi appeler tout de même des vers de jeunesse, des vers d'invincible jeunesse. Et j'ai terminé par la dernière strophe du dernier poème, du dernier recueil, corrigé de sa main et imprimé de son vivant. Donc par le dernier vers, j'y suis toujours dans l'intemporel maintenant. C'est un vers, sans surprise, de 14 syllabes. Et c'est ce maître qui l'avait pas inventé, mais qui s'était si bien approprié, dont il avait si bien exploité la souplesse rythmique, qui me semble qu'il mériterait d'être appelé le Réda syllabe. En tout cas, ce serait moins moche que tétradécasyllabe. Donc je soumets cette proposition à l'Académie française. J'avais pris des choses parce que quand même, je ne sais pas tout dire. Les choses que je voulais vous dire. Alors, vers de jeunesse, vers de vieillesse, ça je l'ai dit. Ouais. Ouais. Oui, j'y suis toujours, dans l'intemporel maintenant. Mais il y a 6 ans presque exactement, Jacques Réda, le 28 novembre 2019, il était là. Il était là. Et il avait parlé de la poésie, de la langue, du rythme, Il avait parlé de la poésie, ça va comme ça. Il avait parlé de la poésie, de la langue, du rythme, du vers, de l'univers. Il avait aussi fait quelque chose, une chose dont certainement se souviennent ceux qui étaient là et qui y sont toujours. Il avait imité le décasyllabe. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des témoins de cette imitation ici? Forcément. Donc ça avait fait rire, cette imitation. Ça avait fait rire parce qu'en novembre 2019, Jacques Réda avait 90 ans et personne sans doute ne s'attendait à ce qu'il se lève pour imiter un vers qui, lui, si on compte à partir de la chanson de Roland, avait au bas mot 939 ans
à moins qu'on considère qu'il reposait en paix déjà depuis plus d'un siècle dans le cimetière marin de Valérie. Et il avait imité l'attaque de ce vers. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'il avait fait. Il avait fait... Non, il n'avait pas d'épée, mais grâce à ce que je fais maintenant, la légende dira qu'il avait une épée. Il avait fait 4 pas en avant, comme pour intimider l'adversaire, et après la césure du vers, 6 autres pas en avant, en donnant un coup de pointe, comme ça. Parce que le décasyllabe, c'est un vers d'origine guerrière. Ça vient de la chanson de Roland. Donc ça avait fait rire, bien sûr, mais ça avait aussi fait sourire, cette espèce de happening. Ça avait fait sourire parce que, manifestement, cette imitation, elle avait un double sens. C'est-à-dire, ce n'était pas une imitation à sens unique, c'était une imitation à double sens. Parce que qui est-ce qui, depuis plus de 30 ans, apparaissait comme un chevalier valeureux et solitaire, comme le champion du vers régulier, bravant avec panache toute une armée de vers libristes? Qui est-ce qui se servait du vers comme d'une épée, comme une vieille Durandal, et qui la maniait virtueusement sous le nez de l'époque, comme pour dire « à nous deux, modernité ». C'était qui? C'était lui, bien sûr. Donc en représentant le décasyllabe, Jacques Réda, ce soir-là, il s'est peut-être représenté lui-même. Ou on pourrait dire mieux, on pourrait dire que le décasyllabe, ce soir-là, a produit une assez bonne imitation spirituelle de Jacques Réda. Donc ça avait fait sourire, parce que ce rapport de figuration réciproque, évidemment, il a beaucoup de sens. Où cette espèce d'autoportrait, ça touchait sans le savoir à une singularité qui est propre à Jacques Réda aux yeux de la communauté poétique, aux yeux du public le plus qualifié en poésie, quelque chose qui ne se dit pas forcément beaucoup, mais qui certainement se pense. Et comme ça se pense, il faut le dire, parce qu'il n'y aura jamais de meilleure occasion que ce soir pour le faire. Il faut donc dire qu'aux yeux du public, j'ai dit le plus qualifié, le plus connaisseur, parfois même le plus rapproché, Jacques Réda, c'est un poète qui a écrit dans l'âge lyrique de sa vie des livres qui comptent dans l'histoire de la poésie, mais qui sont même de ceux qui comptent le plus dans les chapitres les plus récents de cette histoire. Ce sont les livres dont on a tiré ce qu'on a entendu ce soir. Mais à côté, c'est aussi un poète qui, à un moment donné, est sorti volontairement de cette histoire, comme pour s'évader dans une sorte d'éternel Parnasse, et là, dans ce paradis hors du temps, pour s'adonner joyeusement au culte antique du rythme et de la rime, sans plus se soucier de ce qui se passait sur le front de la poésie contemporaine. Et oui, on peut dire en se foutant complètement des jeunes bataillons qui luttaient là-bas pied à pied contre l'indicible. C'était plus son problème, pour plusieurs raisons. Donc le destin poétique de Jacques Réda apparaît marqué par cette sortie de l'histoire, par ce qu'on pourrait appeler un accident de parcours, ou peut-être mieux encore, ce qu'on pourrait appeler un écart de conduite, dans le sens où il a enfreint le commandement le plus sacré de la poésie, celui qui fut gravé à une époque mythique sur une vieille enseigne d'auberge par un jeune prophète originaire de Charleville. Je ne le dis pas ou je le dis, je sais pas. Il faut être absolument moderne. C'est le premier et le seul commandement aujourd'hui. On attend encore les 9 suivants. Et il peut se traduire de bien des manières. On peut dire, par exemple, ça veut dire il faut à tout prix rester dans le coup. C'est une traduction possible. Mais on peut dire plus précisément, pour ce qui nous intéresse ce soir, ça peut vouloir dire tu ne versifieras point au XXIe siècle, en tout cas pas en vers nombreux et rimés. Et il est clair que Jacques Réda a méconnu ce commandement avec une royale indifférence quant aux conséquences de cette espèce d'impiété sur le public de ses contemporains, et même sur la postérité, qui est pourtant une superstition si nécessaire. Je dis même avec indifférence, mais on pourrait même dire avec une pointe de provocation malicieuse, avec une pointe de bravade chevaleresque et souriante. Et on comprend très très bien que cette attitude ait pu mériter le blâme de tous ceux qui continuent d'observer ce commandement. Et ce commandement qui est dur, le commandement d'être en avant, qui est toujours plus dur avec le temps. On comprend que l'antimodernisme heureux de Jacques Réda ait pu susciter la réprobation de tous ceux qui jouent, vaille que vaille, le jeu de la modernité. Il y a même peut-être une certaine jeunesse poétique qui a relevé le gant que Jacques Réda avait jeté à la face de l'époque, et ça c'est très bien, c'est très juste. Et donc à tout cela, à tous ceux qui éprouvent ce sentiment légitime, je voudrais adresser, pour finir, cette supplique. Chers lecteurs, chers poètes, chers jeunes poètes, chers vers libristes,
chair moderne. Pardonnez à Jacques Réda. Pardonnez-lui de s'être guéri de Rimbaud et de Hölderlin par Marot et La Fontaine. Pardonnez-lui d'être descendu du train de l'histoire ou du navire de l'histoire ou de l'astronef de l'histoire pour demeurer au large de l'époque sur cette île luxuriante, la Rhédasie, où il a éprouvé tant de bonheur à faire des vers, à jouer le jeu ancien des vers. Pardonnez-le de s'être établi sur cette île où il s'est entouré de cette végétation de milliers de rimes. Mais pardonnez-le et puis allez voir un petit peu sur cette île. Prenez votre billet pour la Rhédasie et entrez dans ce biotope riche d'espèces poétiques, quasiment disparues de notre langue, dans cette réserve naturelle de la poésie française. Et Jules Renard a écrit « La Fontaine est un arbre », Victor Hugo est toute la forêt. Jacques Réda fut un arbre, un grand arbre. Plus tard, il est devenu toute la forêt. Et ceux qui pénétreront dans cette forêt découvriront ici et là les derniers beaux vers écrits dans notre langue. Car cette forme, le vers nombré et rimé, le vers régulier, qui fut consubstantiel à l'écriture poétique pendant le plus clair de son histoire, au point que rien ne prouve encore que cette histoire puisse durer bien longtemps après elle, cette forme, c'était pour finir comme réfugiée en lui et comme récapitulée en lui. Et vraisemblablement, elle s'en est allée avec lui. Nous ne rendons pas seulement hommage à un homme, à un poète, à un grand poète. Nous rendons hommage à une forme. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. Je rends hommage à Jacques Réda, je rends hommage au vers français. Salut, vieux troubadour.